Content que tu sois là. Dans cet épisode de notre Stradivari Codes, nous abordons un sujet qui concerne tôt ou tard chaque violoniste, la qualité sonore des instruments à cordes. Qu'est-ce qui rend précisément le son d'un violon, d'un alto ou d'un violoncelle bon? Et comment reconnaît-on ce bon son en premier lieu? Lorsqu'on parle de qualité sonore, on entend par là les caractéristiques acoustiques individuelles d'un instrument, c'est-à-dire ce que notre oreille perçoit, parfois de manière très directe, parfois de façon plus inconsciente. Que l'on perçoive un son comme chaud ou clair, doux, brillant ou peut-être quelque peu nasal en fait partie. Tout aussi important est la façon dont différents sons se distinguent clairement les uns des autres, la précision avec laquelle un instrument réagit aux changements rapides de ton, et s'il reste facilement audible même dans une grande salle avec beaucoup de public. Il est également crucial de considérer la dynamique de l'instrument, s'il reproduit aussi convaincant les passages pianissimo doux que les passages forte puissants. Et enfin, l'attaque joue un rôle important, c'est-à-dire la rapidité et la sensibilité avec lesquelles un instrument réagit à l'archet, sa réactivité immédiate à l'impulsion du musicien. Ces caractéristiques ne se produisent pas par hasard, mais dépendent d'une multitude de facteurs. Certains sont évidents, d'autres ne se révèlent qu'au second regard. Un aspect central est le bois. Traditionnellement, le plafond est en épicéa, tandis que pour le sol et les éclisses, on utilise généralement du érable. Mais ce qui est crucial, ce n'est pas seulement le type de bois, mais aussi son origine, sa croissance, son âge et surtout son stockage. Le bois de ressonance provenant des régions alpines, séché à l'air pendant plusieurs années, développe généralement une maturité sonore plus élevée que le matériau séché industriellement. Et contrairement à ce que l'on a longtemps supposé, par exemple, Stradivari n'a pas nécessairement stocké ses bois pendant des décennies avant de les utiliser. Des études dendrochronologiques ont montré que les bois utilisés étaient souvent âgés de seulement quelques années de plus que l'année de fabrication de l'instrument. Les morceaux de bois étaient généralement stockés à l'extérieur, protégés de la pluie, mais exposés à la lumière du soleil, souvent directement près de l'atelier. Les luthiers ont accumulé au cours de leur vie de grandes quantités de bois, parfois pour eux-mêmes, parfois pour les générations futures. Lorsqu'un luthier décédait et n'avait pas de descendants, son stock était souvent acheté par des collègues. Ainsi, le matériau passait de établi en établi à travers le temps. Outre le matériau, la réalisation artisanale joue un rôle déterminant. Un luthier expérimenté sait exactement jusqu'où il peut travailler la table, où doit se trouver la barre de basse et quelle tension elle peut supporter. La laque influence également le son, non seulement sur le plan esthétique, mais aussi acoustique, et même les plus petits détails, comme la courbure de la caisse ou l'écartement des F-low, ont une influence perceptible sur le caractère sonore. La qualité d'un instrument s'améliore souvent avec l'expérience du luthier. Plus une personne a construit d'instruments dans sa vie, plus sa compréhension de la rencontre entre forme et fonction dans le son devient précise. Même le meilleur matériau et le travail manuel le plus précis ne libèrent pas leur potentiel si ce que l'on appelle la configuration n'est pas correcte. Cela inclut la position soigneuse de la barre de son et du chevalet, le choix des cordes appropriées et l'accord avec l'archet. La technique de jeu du musicien influence également fortement le résultat sonore, mais elle ne peut finalement faire résonner que ce qui est déjà présent dans l'instrument. Un instrument manquant de capacité de projection ne parviendra guère, même entre les mains d'un soliste, aux dernières rangées d'une salle de concert. Inversement, un instrument excellent mal réglé ne montrera pas de quoi il est capable. C'est ici que la collaboration entre le luthier et le musicien entre en jeu. Un travail commun qui nécessite beaucoup de finesse et de compréhension mutuelle. Il se pose alors la question de savoir si la qualité sonore peut également être mesurée objectivement. Dans une certaine mesure, c'est possible. Les méthodes d'analyse acoustique permettent d'obtenir des aperçus sur les spectres de fréquences, le comportement en vibration ou l'évolution du volume. Mais ce qui nous touche en fin de compte reste subjectif. Alors qu'une musicienne préfère un son chaud et rond, une autre cherche plutôt la brillance et la projection. Les idéaux sonores ne diffèrent pas seulement d'un individu à l'autre, mais aussi culturellement. Par exemple, les musiciens français ont tendance à avoir une conception différente du son par rapport à leurs collègues italiens ou allemands. Cela dépend des environnements sonores dans lesquels on grandit, de la langue, de la musique, des bruits quotidiens. Ceux qui ont été socialisés à la musique folklorique allemande entendent différemment de ceux qui ont grandi avec la musique indienne où les intervalles en quart de ton sont courants. Cela n'a rien à voir avec le meilleur ou le pire, c'est simplement différent. D'après ma propre expérience, je peux dire, les instruments français se vendaient généralement mieux en France, ceux allemands en Allemagne.
Les instruments italiens, en revanche, étaient presque demandés partout dans le monde, un phénomène fascinant qui perdure encore aujourd'hui. Lorsque le terme qualité sonore est évoqué, beaucoup pensent immédiatement à des noms comme Stradivarius, Guarneri del Gesù, Amati ou Guadagnini. Ces instruments légendaires sont en effet exceptionnellement acoustiques, mais pas seulement en raison de leur âge. C'est plutôt l'interaction entre un artisanat de maître, un matériau soigneusement choisi, une laque harmonieuse et un équilibre parfait qui les rend si spéciaux. Pourtant, les instruments modernes ne sont en aucun cas à la traîne aujourd'hui. Au contraire, ils jouent un rôle crucial, aussi parce que les vieux Italiens ne sont plus disponibles en nombre suffisant pour répondre à la demande des musiciens professionnels dans le monde entier. Même les exigences en matière de son et de volume ont évolué. Alors qu'une salle de concert à l'époque de Stradivari était nettement plus petite, les instruments modernes doivent souvent se faire entendre dans de grandes salles ou à côté de pianos contemporains. Les compositions contemporaines posent d'autres exigences en termes de son, d'articulation et de capacité de projection, et les luthiers modernes prennent en compte ces besoins. C'est pourquoi il est peu judicieux de mettre en concurrence des instruments anciens et modernes. Personne n'aurait l'idée de comparer une Bugatti de 1920 avec une Ferrari actuelle sur une piste de course, ou de mesurer une peinture de Rembrandt avec une œuvre de Robert Riemann. Les deux ont leur valeur, mais dans des contextes très différents. Pourtant, certains luthiers modernes tentent de positionner leurs œuvres par rapport aux grands maîtres afin d'obtenir une reconnaissance. Mais cette comparaison est maladroite. Une Stradivarius peut être idéale pour la musique baroque, une œuvre avant-gardiste de Wolfgang Rihm pourrait être plus difficile à réaliser dessus. De plus, presque toutes les Stradivarius ont été modernisées, c'est-à-dire elles ne sonnent plus comme à leur époque de création. D'ailleurs, nous parlerons plus en détail de ces différences dans un autre épisode. Reste enfin la question: comment trouver un bon instrument ? Un instrument à cordes de haute qualité se caractérise par un équilibre sur les 4 cordes et dans toutes les positions. Il réagit avec finesse à l'expression musicale, peut déployer différentes couleurs sonores et possède un caractère reconnaissable, tant dans le son que dans la forme. L'idéal est un instrument lorsque celui-ci offre plus de possibilités que le musicien ne sait exploiter pour le moment. Il reste ainsi un compagnon qui grandit avec le temps. Les enseignants peuvent être d'une aide précieuse dans le choix. Ils détectent généralement rapidement si un instrument correspond au style de jeu et à la personnalité d'un élève ou d'un étudiant. Cependant, la décision concernant le caractère de l'instrument, ce qui est perçu comme sa propre voix, revient en fin de compte au musicien ou à la musicienne. Le goût personnel évolue avec le temps, change à travers de nouvelles expériences musicales et des développements stylistiques. Et peut-être que c'est justement cette quête constante du son parfait qui rend la pratique musicale si vivante et passionnante. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté à nouveau Stradivari Code. Abonnez-vous, partagez ce podcast avec d'autres musiciens et continuez à nous accompagner dans ce voyage acoustique. Restez intéressés. On se retrouve